Bonjour et bienvenue aux conférences midi du CERSPUL. Et il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Amélie Richard et Geneviève Olivier d'Avignon pour nous parler de la collaboration interprofessionnelle dans l'offre de soins à des personnes marginalisées, guide outils pour la période de rétroaction dans le contexte de SPOT, clinique communautaire de santé et d'enseignement. Alors, je vais laisser les conférencières se présenter. On a aussi la chance d'avoir Dr. Pierre-Jacob Durand qui est dans la salle. Alors, bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être ici. Merci aux personnes qui sont également en web diffusion. Alors, oui, je m'appelle Geneviève Olivier d'Avignon. Je suis coordonnatrice de la recherche et l'évaluation à la Clinique SPOT, ici à Québec. Amélie Richard, professionnelle de recherche au CIRIS, également étudiante au doctorat en sciences cliniques et biomédicales. Alors, dans les 2 dernières années, on a fait un projet qui vient de se terminer, du moins dans son format papier, donc dans sa dimension recherche, qui portait vraiment sur la collaboration interprofessionnelle dans l'offre de soins à des personnes marginalisées au sein du contexte très précis de la période de rétroaction qui a lieu à la Clinique SPOT. C'est un projet qui a bénéficié d'un soutien financier du CERSPUL sous la responsabilité de M. Durand qui est ici et qui a rassemblé aussi de nombreuses personnes de SPOT et de différents lieux de pratique. On va pouvoir prendre le temps de présenter ces personnes ultérieurement dans la présentation. Pendant la prochaine heure qu'on va passer ensemble, on va d'abord prendre soin de vous présenter qu'est-ce que SPOT, quel est le contexte spécifique de cette période de rétroaction dans lequel s'est déployé le projet. On va vous présenter bien sûr les objectifs du guide d'outils, ce guide d'outils que je vous présente d'ailleurs justement en sa forme matérielle ici. Quels étaient les objectifs initial de ce projet-là. La démarche méthodologique qu'on a employée aussi tout au long de la recherche. Le guide d'outils est scindé en 2 parties. On va vous présenter aujourd'hui la partie 1 et on va faire un petit survol de la partie 2 également. Par la suite, on va vous dire où on en est et quelles sont les suites à venir dans ce projet. Voilà. Les objectifs de la présentation aujourd'hui, comme Geneviève vient de le dire, on va vous parler de la démarche. Et plus précisément, on va identifier les principes méthodologiques mis de l'avant dans ce projet-là, qui a été en collaboration, vous allez voir un peu la grosse équipe qu'il y avait autour du projet. Ensuite de ça, on va vous inviter à reconnaître la pertinence des 4 processus qui ont lieu pendant cette période de rétroaction-là. Donc, être en mesure de les nommer puis de savoir un peu c'est quoi la plus-value de chacun des processus au sein de la période de rétroaction. Alors, tout d'abord, quelques mots sur SPOT, qui se présente comme une clinique communautaire de santé et d'enseignement. Alors, clinique communautaire parce que c'est un organisme qui est constitué comme organisme communautaire depuis février 2014, donc bientôt 5 ans, qui a une base de 125 membres, à la fois des personnes utilisatrices des soins et services de SPOT, des membres organisationnels, des membres sympathisants, des membres étudiants, qui participent à dynamiser et à conduire cet organisme qui est SPOT. Et SPOT est animé par une mission qui comporte 2 énoncés qui sont tout aussi importants l'un que les autres, 2 composantes de mission. D'abord, on va viser à améliorer l'état de santé des personnes en situation de marginalisation, de désaffiliation, de vulnérabilité socio-sanitaire, des personnes qui sont non rejointes par l'offre de soins et services existantes. Donc, pour toutes sortes de raisons, souvent liées à leur trajectoire, des personnes qui ne vont pas ou ne vont plus dans le réseau de la santé pour chercher des soins. On va chercher à participer à l'amélioration de leur état de santé. On cherche également à participer à former une relève professionnelle qui est sensibilisée aux enjeux sociaux et aux besoins de santé de ces personnes-là. C'est vraiment venu d'un besoin de futurs professionnels de la santé qui évoquaient la nécessité dans leur parcours de formation d'être exposés et impliqués auprès des personnes, conjointement avec des professionnels de la santé qui mettent de l'avant une approche spécifique pour rejoindre les personnes marginalisées. Donc, les activités qu'on met en branle pour réaliser cette mission-là, c'est le déploiement d'une clinique mobile en milieu communautaire.
On a identifié, suite à un processus là, ayant de nombreux critères, 5 lieux parmi les nombreux organismes communautaires qui tissent la toile de Québec, 5 organismes communautaires où on a pu aménager des locaux de soins avec une infrastructure vraiment minimaliste, mais complet pour faire une bonne pratique de soins. Donc, l'équipe de soins se mobilise le lundi à l'archipel d'Entraide dans le quartier Saint-Roch, à la Maison Dauphine le mardi, au relais d'Espérance dans Limoilou le mercredi, où il y a également un local de dentisterie qui est implanté et qui peut y avoir donc des soins dentaires qui sont donnés en association avec les soins de première ligne. Le jeudi, on va à la Maison Revive, où il y a aussi une psychologue dans l'équipe qui vient faire des soins de psychothérapie. Et le vendredi, à Pointe-Rock-Lepère, dans le quartier Saint-Roch. Donc, tous ces lieux-là, évidemment, on s'inscrit dans une recherche de proximité sociale. On va là où les gens se trouvent et une proximité géographique parce qu'on multiplie les points d'offres de soins vraiment dans les secteurs géographiques où sont concentrées les populations qui ont besoin des soins qu'on cherche à rejoindre. Et puis, je vais juste dire peut-être un petit mot de plus. Dans le fond, les personnes qui fréquentent, le profil des personnes qui fréquentent ces organismes-là, les personnes qui vont vivre des situations d'instabilité résidentielle, des personnes qui vont consommer des drogues ou dans des dynamiques positionnelles, par exemple, des personnes qui ont qui vivent la détresse au niveau de la santé mentale, beaucoup d'isolement. Donc, c'est des personnes qui fréquentent déjà ces organismes-là ou des personnes qui peuvent s'y rendre parce que ces organismes alliés, c'est là dans l'offre de soins, ouvrent leurs portes beaucoup plus largement que la population qui desservent actuellement lorsque Spot est là. Donc, c'est un partenariat vraiment clé. On a également une roulotte de soins dans laquelle on peut déployer des soins hors territoire quand on est mobilisé par d'autres organismes communautaires, notamment dans Beauport, par ici, dans Famille, on est déjà allé, ou à l'occasion, quand les organismes sont fermés en période de vacances, par exemple, on peut continuer une offre de soins grâce aux véhicules de soins. Cette clinique mobile-là est animée par une équipe de soins enseignement. L'équipe de soins enseignement, c'est vraiment coporté, les deux mandats sont coportés par les mêmes personnes. Les professionnels de la santé ont appelé à vraiment agir selon un modèle de rôle inspirant pour les étudiants en formation à cet égard-là. L'équipe de soins, au cœur de l'équipe de soins, on retrouve 2 infirmières qui se partagent un temps et demi, mais c'est réellement 2 infirmières, évidemment, avec 2 paraidants, un homme et une femme, qui sont le visage connu de Spot, qui sont les personnes qui sont là jour après jour et puis qui assurent une continuité relationnelle avec la population. Elles et ils sont appuyés par une équipe de médecins, une psychologue, des dentistes et l'équipe de base qui assure l'organisation des soins et services, qui sont des organisatrices communautaires. Et je suis également là au niveau de la recherche et de l'évaluation. Un petit mot par rapport à la paraidance, c'est une posture c'est un travail qui est surtout connu dans le milieu de la santé mentale. Il y a très peu de cliniques de première ligne au Québec qui mobilisent un paraidant ou des paraidants dans leur équipe. Dans notre expérience, ça s'avère extrêmement profitable d'avoir quelqu'un qui se sert vraiment de son expérience, son vécu expérientiel pour tisser des liens avec les personnes, inspirer de la confiance, puis de l'espoir, soutenir dans le rétablissement et soutenir aussi une sorte de médiation avec l'équipe de soins pour expliquer des fois des contextes, puis rendre créer des liens qui peuvent participer à cette proximité-là, finalement, avec la population, par le lien. Voilà pour l'équipe. Et maintenant, la période de rétro. Donc, la période de rétroaction, on appelle la période de rétro à l'interne, qui est vraiment le contexte dans lequel on a pensé ce projet-ci. Pour en dire quelques mots, c'est une période de collaboration interprofessionnelle et d'enseignement. On consacre 1 heure dans la période de rétro, de rencontre, pour chaque 3 heures de soins qui sont donnés. En fait, les périodes de soins à Spot sont d'une durée de 3 heures et sont systématiquement suivies d'une rencontre, dont la durée peut varier, mais on s'attend à ce que 1 heure soit consacrée à cette collaboration interprofessionnelle et à l'enseignement. On y retrouve des échanges cliniques, du debriefing, de la planification. Mais au terme, en fait, au moment où le projet a été pensé, conçu, ça faisait déjà 2 ans qu'on avait une équipe de soins relativement stable qui travaillait finalement
concevoir dans la pratique ce qui avait été pensé dans le modèle de soins, qui expérimentait. Et là, on voyait qu'il y avait toute une expertise qui se déployait et qui était hautement nécessaire de documenter, de consigner, afin de s'assurer d'une pérennité là, dans la transmission de cette expertise-là. On se disait quand même qu'au niveau de la collaboration interprofessionnelle, on avait certainement à en apprendre encore, parce qu'on était ambitieux à cet égard-là. On voulait bien faire la collaboration interprofessionnelle. Donc, comment est-ce qu'une fois qu'on est réunis ensemble de différentes professions, comment on peut optimiser ce temps d'échange-là, cette complémentarité d'expertise-là? Donc, il y avait ce besoin-là de s'adjoindre des coéquipiers, coéquipières pour cheminer en rigueur là-dedans. Au niveau de l'enseignement également, comment outiller la personne qui est en situation d'animation de la période de rétroaction d'une structure d'animation qui permette de vraiment qualifier la période de période d'enseignement et de formation continue aussi pour les professionnels qui sont là. Comment on peut soutenir les échanges afin que vraiment on sente qu'il y a une dimension formative qui se passe. Ensuite, on avait aussi le besoin de prendre en compte dans le design de cette période de rétroaction, de prendre en compte le contexte spécifique dans lequel on travaille. On travaille auprès de populations marginalisées et on est soucieux de donner le meilleur soin possible, de se développer professionnellement pour agir de manière la plus adéquate. Et la réflexivité nous apparaissait à être le meilleur moyen de contribuer, dans le fond, de manière appropriée au contexte spécifique dans lequel on était. Une fois qu'on dit ça, comment on le met en œuvre? Quel outil est-ce qu'on se donne pour que dans cette heure-là où on veut faire la collaboration, de la formation, agir en réflexivité, soutenir l'animation, comment on fait pour faire ça? Donc, il y avait cette ambition-là aussi de se doter de cette structure donc réflexive. Et puis, finalement, on se disait, il y a les soins cliniques, mais il y a aussi d'autres espaces à spot qui pourraient éventuellement bénéficier d'outils à développer en ce sens-là. Donc, gardons en tête ce contexte-là. Ça, c'est les besoins qu'on a eus, qu'on avait initialement. Il y avait donc de multiples besoins qui avaient été nommés. Il a fallu faire un travail, vous allez voir un peu plus tard la démarche méthodologique, mais un travail pour prioriser quels seront les objectifs de ce projet-là. Qu'est-ce qui est réaliste de pouvoir atteindre avec notre travail, puis qu'est-ce qui pourrait être peut-être vu ultérieurement. Très clairement, l'idée de la pérennité, d'aller pérenniser ce qui avait été développé dans ces 2 années-là auprès des personnes qui avaient l'expérience pour assurer la continuité auprès des nouveaux intervenants, des stagiaires, étudiants stagiaires qui peuvent arriver. Ensuite de ça, l'idée de la formation, elle est centrale. Vous voyez, c'est des espaces de soins et d'enseignement aussi. Formation à la fois pour les étudiants stagiaires, mais aussi une grande préoccupation pour la formation continue, le soutien des différents membres de l'équipe. La collaboration interprofessionnelle, de quelle façon peut-être la formaliser ou venir documenter d'un point de vue théorique pour soutenir la pratique. Puis, la pratique réflexive, de quelle façon ce guide d'outils-là pourrait aider à la fois la personne qui est dans un rôle d'animation, mais aussi les participants à s'engager dans une démarche de pratique réflexive. Alors, quelques mots maintenant sur la démarche méthodologique qu'on a employée pour réaliser ce projet. D'abord, il nous a apparu clair qu'il fallait travailler selon une approche de design collaboratif. Ce qui veut dire qu'on avait besoin absolument des expertises de la pratique, des personnes qui sont là, qui incarnent déjà les pratiques du milieu et des expertises scientifiques les plus à même de nous suggérer finalement les bonnes pratiques. Donc, pour faire quelque chose qui soit approprié au contexte, puis pertinent dans nos ambitions, il fallait réunir les deux et décider ensemble de l'ensemble des démarches. À aucun moment, on a voulu un projet qui soit parachuté de l'extérieur. Tout ça a été co-créé. Donc, la démarche, le design collaboratif, qui implique vraiment de penser chacune des étapes ensemble, a été rendu possible puisqu'on a mis en place un comité directeur, en fait. Un comité directeur, je
prendre un moment pour vous présenter l'équipe. On travaillait surtout aux opérations de recherche et rédaction. Emmanuel Carreau, la faculté de médecine, du RCPI, CERIS, Amélie Richard et moi-même. Mais on était bien guidés par un comité directeur où on avait de nombreuses expertises et il nous semblait que toutes les expertises étaient réunies pour penser de manière adéquate le projet. Donc, un ancien stagiaire, quelqu'un qui avait eu une expérience d'1 an comme stagiaire et qui pouvait parler de ce qui avait été formateur ou moins formateur. Donc, on a donné une belle contribution à cet égard-là. Annie Bérubé, qui a été la première infirmière à SPOT, Nathalie Bouchard, coordonnatrice de SPOT, Dr Josette Castel, qui est médecin à SPOT, sur le CA de SPOT et également professeur à la faculté de médecine. Dr Pierre Durand, qui est membre du CERSPUL au département de médecine sociale et préventive également. Du département de médecine sociale et préventive, il y avait également Christopher Fletcher et Dr Chéléros Hippolyte, qui pour sa part est aussi à la direction de santé publique dans l'équipe équité, ce qui nous a amené encore à des expertises supplémentaires fort pertinentes et intéressantes. Anne-Marie Michaud, qui est ici, qui a été dans la première équipe d'idéation, de conceptualisation, de problématisation du projet. Et Simon Vermette, qui était père aidant à ce moment-là à SPOT. Donc, c'est ensemble qu'on a vraiment pensé et on s'est donc réunis à 6 reprises en grand groupe, de manière vraiment itérative par rapport à ce qui se passait dans le projet de recherche. Et on a fait des ateliers de travail en petits groupes et beaucoup de travail fait aussi par courriel et par consultation en petits groupes. Fait que voici les artisans et artisanes du projet. Maintenant, un deuxième principe méthodologique qu'on a mis de l'avant, c'est l'ethnographie. Donc, une démarche qui est solidement ancrée dans le vécu, dans la pratique des intervenants qui la mettent en œuvre, dans les représentations aussi des intervenants qui mettent en œuvre cette pratique-là. Donc, ça nous assurait, l'ethnographie, de vraiment partir de ce qui se fait déjà, reconnaître ce qui est en place puis qui mérite à être pérennisé, voir comment on peut agir en cohérence de ça et s'assurer d'avoir une proposition qui soit cohérente avec le milieu de travail. Donc, l'ethnographie nous est tout de suite apparue comme étant un bon principe méthodologique. On a mobilisé dans cette approche méthodologique-là différentes méthodes de collecte de données, dont l'observation. On a réalisé 2 rondes d'observation, une réalisée à l'interne par mois, donc dans chacune des 5 lieux d'offres de soins, 5 périodes d'observation. Et puis Emmanuel et Amélie en ont réalisé aussi une de leur côté, qu'on a bien sûr mis ensemble. Ensuite, on a réalisé des entrevues individuelles avec les intervenants membres de l'équipe de soins. On a aussi fait une analyse documentaire des documents du modèle de soins de SPOT sous l'angle de la collaboration interprofessionnelle. Et puis des ateliers de travail avec différents groupes d'intervenants à SPOT pour vraiment comprendre quels sont les enjeux vécus dans la collaboration interprofessionnelle, quelles sont les situations où on a besoin de donner des outils, puis pourquoi exactement. Donc, on a fait ce travail on a bien creusé à cet égard-là. Fait que ceci a permis de donner assez d'informations. C'est vraiment face à toute cette cueillette de données. C'est vraiment important pour nous que ça soit un projet qui soit ancré, vous l'avez compris, dans la pratique. On a été en mesure de dégager les pratiques exemplaires qui étaient déjà mises en place à SPOT, puis de relier tout ça avec la théorie, proposer certaines choses, puis éventuellement schématiser ce qui se produisait pendant la période de rétroaction. En fait, ce schéma-là, c'est le guide d'outils. Geneviève disait tantôt, on l'a en version, peut-être qu'on est vraiment content de faire atterrir, et là, on peut le toucher. Le schéma est le cœur de ce guide d'outils-là. Il vient dans le fond, dégager les 4 grands processus qui ont lieu pendant la période de rétroaction, qui sont l'établissement des cibles communes, la planification clinique, l'exploration de l'expérience vécue et la pratique réflexive. Le guide d'outils va servir à expliciter chacune de ces étapes-là ou chacun de ces processus-là et aide à soutenir la personne qui va animer,
mais également permet aux nouveaux qui arrivent, que ce soit étudiants ou professionnels, d'être un peu plus sensibilisés sur ce qui se passe, puis d'arriver mieux préparés à ces périodes-là. Est-ce que ça te va? Oui. On s'est servi particulièrement d'un modèle théorique en collaboration interprofessionnelle. On trouvait ça important de vous le présenter ici parce qu'il a été important dans l'établissement du guide d'outils et aussi dans le cheminement qu'on a fait avec l'équipe. Le continuum des pratiques en collaboration interprofessionnelle qui a été aussi mis sur pied par une équipe de travail reliée au RCPI dont on a parlé un petit peu plus tôt. En fait, ce continuum des pratiques-là, ce qu'il vient nous dire, c'est que la collaboration interprofessionnelle, c'est pas une entité unique. Elle se déploie pas toujours de la même façon. Puis la première chose qui va venir déterminer de quelle façon on va effectuer la collaboration interprofessionnelle, c'est la ligne d'en haut, la situation. Est-ce qu'on est face à un besoin qui est quand même plutôt simple, qui peut faire appel à la dyade, ici la pratique indépendante entre un intervenant et la personne et ses proches. On peut penser à des situations dans le milieu médical comme une entorse ou quelqu'un vient consulter, j'ai mal à la tête, ben peut-être au départ on va prendre le temps d'écouter cette personne-là, puis que la dyade professionnelle et personne va être suffisante pour cheminer dans la situation. Et si la situation est plus complexe, on parle de besoins biopsychosociaux. Donc, vous voyez entrer, là je parlais d'une entorse à la cheville, on peut penser à des situations plus complexes en santé mentale ou dans les relations avec les personnes. Plus la situation va être complexe, plus là on va voir nos dynamiques de collaboration venir s'étoffer, se complexifier elles aussi. Ces dynamiques de collaboration-là vont être aussi influencées par l'intention qu'on va avoir. Donc, comme professionnel, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de l'information? Est-ce que face à ce mal de tête-là, par exemple, avoir des résultats d'analyse, avoir des résultats de radiographie, je suis orthophoniste, c'est peut-être moins mon domaine, est-ce que d'avoir cette information-là, c'est suffisant pour notre pratique? Est-ce qu'on sent le besoin d'aller faire une référence, cette fois-ci, d'échanger de l'information. Puis éventuellement, est-ce qu'on sent le besoin d'être ensemble avec la personne à plusieurs moments, mais dans le contexte qui nous intéresse ici, c'est suite aux périodes de soins, au bloc de soins, donc en équipe, parce qu'on sent le besoin, est-ce que c'est pertinent d'être assis en équipe pour se concerter ensemble vers une action commune. Donc là, on serait plus à la droite du continuum. Alors, on va cheminer selon la situation, selon les besoins de la personne principalement, vers une modalité de pratique ou une autre. Voilà. Voilà pour l'aspect plus théorique de la chose. On retourne à notre schéma sur la période de rétroaction. Alors, en fait, on s'est dit que la première étape qu'on doit classer, c'est de déterminer ensemble c'est quoi les cibles communes de cette rencontre-là. Ce qu'on a réalisé, en fait, en allant faire les observations, c'est qu'elle était appelée la rencontre de rétro, comme Geneviève le disait tantôt, mais finalement, c'était beaucoup plus complexe, puis qu'il y avait différentes choses qui se produisaient pendant cette rencontre-là. C'était effectivement un lieu, un petit peu poursuivre. C'était un lieu où est-ce qu'il y avait lieu de la planification clinique. Il y a une grande partie de la planification clinique qui a lieu pendant le bloc de soins, mais par la suite, l'équipe pouvait discuter, ce serait quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on pourrait offrir à la personne, est-ce qu'on a différentes options, bref, tout ce qu'on connaît de la démarche clinique un peu plus classique aussi. Ensuite de ça, il y avait une période de débriefage ou débriefing selon les deux termes qui sont utilisés aussi. Le débriefage, c'est ce retour-là sur ce qu'on vient de vivre, sur comment ça s'est déroulé, à la fois dans notre collaboration, le lien avec la personne, dans notre vécu aussi. Vous allez voir, on va prendre un moment pour en discuter tantôt. Donc ça, il y avait une place importante pour ce débriefage-là pendant la rencontre. Ensuite,
comme son nom l'indique, il y avait une période de rétroaction. La rétroaction, c'est vraiment d'offrir un commentaire dans un but de formation. Ça peut être des commentaires qui étaient tournés vers les étudiants stagiaires, mais ça pouvait être entre les membres de l'équipe eux-mêmes aussi, les différents intervenants. Donc, c'est un peu plus un acte pédagogique. On vise à s'améliorer par la rétroaction. Donc, en début de rencontre, et ça peut être en cours de rencontre aussi, l'équipe se dit, bon, aujourd'hui, on a rencontré certaines personnes. Moi, je sentirais le besoin de rediscuter de cette situation-là pour qu'on voit c'est quoi les différentes options possibles, ou on pourrait peut-être revenir sur ton intervention pour en rediscuter. Donc, en début de rencontre, on peut se dire qu'est-ce qu'on va faire pendant la rencontre, mais ça peut être aussi, évidemment, en cours de rencontre où là, on se réajuste. Voilà pour le premier processus. Deuxième processus, la planification clinique. La planification clinique, je vous le disais un peu tantôt, c'est la démarche clinique qu'on connaît de prise d'information, d'évaluation, hypothèse, tout ça. Donc, je voulais amener un peu plus la couleur de SPOT dans la planification clinique. Parce que ça, les intervenants sont quand même assez familiers avec ce processus-là. En fait, ce qui était très important à consolider, c'est de rappeler aux gens que la planification clinique chez SPOT, elle se fait en étant guidée par les approches cliniques qui ont déjà été détaillées dans le plan de soins. La première approche, c'est une approche globale et centrée sur la personne. Ensuite de ça, on va avoir la réduction des méfaits, l'éducation à la santé, le rétablissement et l'empowerment. Ces approches-là, certaines sont plus généralement rencontrées et pratiquées dans différents milieux, mais il y en a d'autres qui sont plus particulières à SPOT ou dans d'autres cliniques qui pourraient travailler avec certaines clientèles chez qui c'est particulièrement pertinent de travailler de cette façon-là. Ce qui est important, c'est de se rappeler que les approches, ça va être une façon d'aller établir un terrain commun dans l'équipe, de se rappeler pourquoi on est là, vers où on va, puis parfois de dénouer certaines situations où est-ce qu'il peut y avoir des divergences d'opinion. Puis il faut se rappeler aussi que certaines approches comme la réduction des méfaits ou le rétablissement peuvent parfois surprendre, voire heurter certaines personnes. Donc, de se rappeler, de se redire pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est exactement ces approches-là, ça peut vraiment aider à orienter la collaboration interprofessionnelle et les prises de décision. On est toujours dans notre grande flèche de planification clinique. Je ne sais pas si vous avez observé, mais à la gauche, on avait des rectangles où on parlait d'échange d'informations, de consultation, référence, concertation, coordination. En fait, ces informations-là proviennent du référentiel, du continuum des pratiques de collaboration. Donc, on est venu les inscrire dans notre schéma. Ça, c'était quelque chose qui nous a parlé beaucoup dans notre travail de co-construction SPOT et l'équipe de recherche, d'adopter ce cadre de référence-là pour pouvoir concevoir la collaboration interprofessionnelle peut-être autrement qu'une vision idéalisée qu'on pouvait en avoir, de dire, ben, on veut faire la collaboration interprofessionnelle, donc on va réunir tout le monde autour de chaque situation, on va parler de tout, et puis on va tout dire, puis là, on voit que selon ce continuum-là, selon cette approche-là, on peut moduler finalement la collaboration interprofessionnelle selon la lecture, les indicateurs de complexité de la situation, puis selon si c'est pertinent ou pas. Donc, ça enlève quand même une pression parce qu'évidemment, dans cette vision idéalisée-là, il fallait négocier aussi avec les contraintes et la réalité, là, comment qu'on fait. Et tout en disant ça, il faut quand même être à l'affût pour se dire, on va quand même toutes les saisir, les occasions qu'on a de consultation et de concertation dans le contexte où ça demeure pertinent pour le soin avec la personne. Notre travail dans ce contexte-là, ça a été, c'est quand même intéressant, nous, d'aller observer puis de dire, c'est magnifique ce qui se passe ici, à quel point l'équipe va chercher une panoplie de modalités de collaboration qui sont ajustées à la pratique puis aux besoins. Il pouvait y avoir une discussion rapide, un échange d'informations
Par exemple, avec le dentiste au départ qui allait dire, ben voici quel est mon plan de traitement, quelles sont les prochaines étapes. Ça pouvait être nécessaire et suffisant pour la situation et très parfait. Mais on peut imaginer que si la situation se complexifie, qu'il y a d'autres éléments, bien là, à ce moment-là, on va avoir envie de s'asseoir en équipe. Puis c'est de venir légitimer ça aussi, ce qui se passait, de l'exprimer autrement grâce au modèle théorique, mais de dire, ben déjà, ce que vous faites de façon peut-être intuitive ou peut-être par contrainte dans certains cas, ben c'est quand même une pratique assez efficiente de collaboration interprofessionnelle. Le deuxième encadré qu'on avait dans notre flèche de planification clinique, c'est les grandes étapes de la collaboration interprofessionnelle. Quand on a à planifier ensemble, la première étape, ça va être de construire une vision commune. C'est quoi ta vision de la situation? Ça peut être de définir, de voir est-ce qu'on a un peu le même point de vue ou parfois d'aller recréer un petit peu, ben voici ce que moi avec ma lunette de psychologue j'ai, voici ce que moi avec ma lunette d'infirmière j'ai, puis quelle est cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers une prise de décision qui va être conjointe également. Donc, c'est les grandes étapes qu'on a voulu représenter dans la flèche de planification clinique. Qui est ici. Donc, ici, c'est de façon détaillée. De quelle façon on veut conceptualiser, toujours en gardant à l'esprit qu'on a les approches cliniques de spot qui vont chapeauter tout ça pour éventuellement aller vers le plan d'action qui va être soit parallèle, ça se peut qu'on continue à fonctionner, il y a différents professionnels, mais ça va, on fait chacun ce qu'on a à faire, soit qui va être concerté, conjoint également. Toutes ces modalités-là sont correctes selon la situation. Le troisième processus de notre période de rétroaction, c'est l'exploration de l'expérience vécue. D'abord, explorer l'expérience vécue, c'est être sensible et attentif aux réactions, aux questionnements, aux émotions. Est-ce que moi, ça m'a heurté? Est-ce que j'ai été déstabilisée? Est-ce que je me sens dépassée par cette situation-là? Ça peut être aussi de se dire, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, qu'on ne va pas nécessairement assez loin. Est-ce que tous ces questionnements-là, toutes ces réactions-là, ce qui est important, c'est de dire aux gens, mais c'est important d'y être attentif et de lui accorder une place aussi. On était vraiment aussi agréablement, on était très contents de voir se formaliser dans ce modèle-là, ce processus-là et cette attention-là consacrée à l'exploration de l'expérience vécue. Dans le travail des professionnels de la santé et des stagiaires auprès des populations qui viennent à Spot, il peut y avoir une grande charge émotive liée au vécu des personnes qui viennent le partager. Il peut y avoir aussi beaucoup de sentiments il peut y avoir un sentiment de dépassement par rapport à l'effet des inégalités sociales, de l'exclusion sociale, un sentiment de découragement associé à ça. Et puis aussi, ça peut absolument arriver que certains éléments liés aux situations de vie des gens agissent comme des déclencheurs chez les personnes, des déclencheurs qui peuvent réveiller des préjugés que c'est hyper important de nommer et de travailler à déconstruire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de biais cliniques qui en découlent. Donc, tout ça que l'expérience vécue apporte comme information, il faut avoir un espace pour en prendre acte et pour pouvoir écouter cette information-là, puis agir. C'est toujours, évidemment, dans le souci d'offrir le meilleur soin à la personne et de ventiler. Là. Cette ventilation si importante dans la pratique de soins, on peut se dire il faut ventiler, mais il faut aussi élargir la compréhension de ce qui s'est passé initialement à la base de ce besoin de ventilation. Donc, c'est exactement l'angle qui a été proposé pour faire intervenir ce processus-là. C'est qu'à partir du moment où il y a une réaction, c'est important de lui accorder une importance, mais c'est important aussi d'aller creuser parce qu'il y a un signal que quelque chose ne va pas, qu'on se doit d'explorer. Un des éléments, en fait, ici, on a détaillé ici vers quoi ça peut nous mener d'aller explorer l'expérience vécue.
Un des éléments, c'est le développement professionnel. Si on se sent dépassé par une situation, on peut être très inspiré, soutenu par l'expérience d'un collègue, par exemple. Ou on peut se dire, ben ça pourrait peut-être être intéressant d'aller lire ce document-là, d'aller vers tel type de formation, d'aller observer ce qui se passe ailleurs aussi. Donc, ça peut être un indice où on veut être soutenu pour poursuivre. Ensuite de ça, ça peut être un indice de développement organisationnel. Vous vous doutez qu'à la clinique Spot, quand Geneviève parlait de tous les besoins qui ont été nommés au départ, il y a ce dynamisme-là de vouloir offrir le meilleur, de vouloir faire avancer la pratique. Donc, de se questionner ensemble, de réfléchir, ça peut être un développement autant organisationnel à l'interne. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut modifier pour faire autrement, pour faire mieux? Est-ce qu'il y a des partenariats qu'on peut aller établir? Est-ce qu'on peut rediscuter avec ce partenaire-là autant d'un point de vue communautaire que dans le réseau aussi? Donc, en ce sens-là, le développement organisationnel. Maintenant, par rapport au biais personnel, on trouvait ça important de le dire aussi, on peut appeler ça les préjugés. Parfois, il va y avoir des réactions, des situations qui vont venir nous heurter. Puis, si vous comprenez que personne n'est à Spot pour juger les gens, c'est vraiment important pour eux, puis c'est important pour eux d'accueillir. Donc, de ressentir ça, on pourrait facilement avoir envie de le tasser, de le nier, puis de ne pas le regarder, parce qu'on veut pas, on veut justement pas avoir ce genre de situation-là. Mais là, on dit un peu le contraire. Tu as eu cette réaction-là, on va en discuter, on va essayer de voir ça vient d'où, qu'est-ce qui se passe, comment on peut cheminer de ce point de vue-là pour réussir à dépasser ces biais-là, ces préjugés-là, puis offrir le meilleur service à la personne, d'établir la meilleure relation possible avec la personne. Puis, on parlait de ventiler. Et évidemment que quand on vit des situations plus difficiles, et si ça se répète, on peut être déstabilisé dans nous comme intervenants, nous comme personnes aussi. Donc, d'avoir un espace pour discuter puis rester bien dans notre travail, c'est très, très important pour justement continuer à effectuer le travail. Puis cette exploration-là de l'expérience vécue, ce qu'on a observé, puis ce qui se vit, c'est qu'elle va se faire un peu en continuité avec la planification clinique, les autres éléments de la rencontre de rétroaction. Parfois, ça va être une cible qui va avoir été très clairement établie au départ. Parfois, on va avoir des indices au fil de la rencontre où on se dit « Ah, peut-être qu'il y a un élément à aller explorer ». Puis pour nous, c'était vraiment important d'aller légitimer ça, de le mettre dans le schéma, puis de dire que oui, c'est quelque chose d'important. Puis vous comprenez que ça peut aussi être déstabilisant pour un étudiant stagiaire qui arrive ou un nouvel intervenant. Donc le fait vraiment de le placer sur papier dans le schéma, de montrer ce que ça peut donner, puis de dire qu'éventuellement, on va le faire, c'est pas ventiler pour ventiler. On le fait pour certaines raisons, on veut aller vers un ajustement de nos pratiques, puis peut-être même le développement de divers projets. Cette exploration-là, elle va se faire par le biais de la pratique réflexive. La pratique réflexive, en fait, elle se retrouve aussi, c'est une réflexion qui va partir de la pratique, quelque chose qui a été vécu et qui vise un retour vers la pratique. D'où l'idée de se questionner puis d'aller vers l'ajustement des pratiques, vers le développement aussi. Elle va aider à mieux définir, à mieux comprendre ce qui se passe aussi. Donne pas nécessairement de solutions, mais nous aide à aller vers des solutions à expérimenter. Dans le schéma, évidemment, on vous l'a relié avec l'exploration de l'expérience vécue, mais dans le schéma, on a voulu une pratique réflexive qui englobait complètement le processus. C'est d'abord une disposition à se remettre en question, ce qui n'est pas toujours facile non plus, qui peut être déstabilisant, mais c'est cette disposition-là, à être attentif au fait de se poser des questions, de se remettre en question, puis de s'engager dans ce processus-là qui est d'identifier souvent un problème, une difficulté, un questionnement. C'est quoi nos hypothèses, c'est quoi les différentes alternatives possibles pour éventuellement revenir vers la pratique suite à notre réflexion.
Alors, c'était la partie 1 du guide nous présente chacun de ces processus-là qui sont à l'œuvre et qui sont conduits par la personne qui anime la période de rétroaction, mais à laquelle les personnes, en tant que participants dans une posture bien participative, connaissent et peuvent également, évidemment, participer. La partie 2, à laquelle on va faire seulement un survol aujourd'hui, rassemble les différents enjeux qui ont été répertoriés durant notre collecte de données, en fait, auprès des intervenants et professionnels de la santé, afin de trouver, de donner des outils plus spécifiques. Puis en termes d'outils, on parle de réflexivité. Donc, les outils qu'on donne, ce sont des clés. C'est des clés qui permettent de développer des clés de compréhension pour comprendre mieux ce qui se passe. Puis après ça, évidemment, les professionnels de la santé ont leur jugement clinique pour naviguer là-dedans, mais quand on peut réussir à clarifier le portrait qu'on a et puis à poser les bonnes questions, ça facilite d'une part le pilotage de cette période-là quand on fait face à ces différents enjeux. Les enjeux qu'on nous a témoignés lorsqu'on parlait avec l'équipe de soins, les enjeux liés à la réaction personnelle. On a parlé tantôt. Comment on fait concrètement pour passer de la ventilation à la compréhension de ce qui se passe quand j'ai des déclenchements émotifs par rapport à une situation? Donc, ce qu'on a proposé dans le guide, c'est une série de questions qui nous permettent de passer de l'identification à la définition. C'est vraiment encore juste, donc, c'est des méthodes, finalement, de dire on veut identifier, maintenant on veut comprendre. Puis une fois qu'on comprend, on peut voir qu'est-ce qui est en jeu. Et c'est autant de questions que peuvent proposer la personne en animation ou les autres personnes pour aider la personne qui est branchée finalement sur son vécu d'intervenant et de cheminer dans cette compréhension-là. Ensuite, on nous a parlé aussi de la difficulté de structurer l'action collective qui est la collaboration interprofessionnelle. On rentre là-dedans. Comment on fait pour établir la collaboration, selon quel indicateur de complexité on parlait tantôt, comment on fait pour moduler la collaboration professionnelle selon les situations qui en ont besoin. C'est encore des séries de questions qu'on peut se poser pour arriver à décerner si la situation a une complexité qui nécessite vraiment la mobilisation de d'autres professionnels. La clarification des rôles aussi. On travaille en complémentarité d'expertise, donc c'est important de faire attention au champ d'action mutuel de chacun, mais il y a des zones grises. Et il y a particulièrement des zones grises dans un petit milieu où des fois l'équipe de soins se retrouve à 2 ou à 3 dans le local de soins avec une personne. Et puis finalement, on peut agir. Donc c'est de dire, dans cette zone grise-là où nos mandats peuvent se chevaucher, comment on fait pour clarifier l'orientation, le lead de ça. Donc c'est encore vraiment par des questions qu'on propose qui sont choisies vraiment pour naviguer autour de cet enjeu-là. Ensuite, on nous a parlé aussi, il arrive des divergences d'opinion dans une équipe clinique et puis on n'a pas nécessairement la même visée, la même vision. Donc, comment on fait encore là? Tout d'abord, la réflexivité nous amène, dans la proposition du guide, nous amène à surtout nous aider à clarifier, mais de quelle divergence d'opinion est-ce qu'on parle? Parce que c'est vrai en situation clinique, mais c'est vrai dans n'importe quelle forme de communication. D'abord, faut-il cerner quel enjeu vraiment est en question là, ici. Là. Donc, donc ça, c'est beaucoup encore là de questions regroupées par thématique pour arriver à cibler. Donc, des questions de précision, de définition, de jugement pour arriver à discerner quels sont, puis ensuite, quel mode de résolution qui est le plus approprié à la pratique avec la personne. Des fois, il suffit de retourner auprès de la personne. C'est pas, donc, c'est le genre de questions privilégiées qu'on a déclinées pour ce type d'enjeu-là. Et finalement, l'équipe de soins nous disait on peut se retrouver aussi en collaboration interprofessionnelle et se rendre compte qu'on n'a pas tout à fait le même récit de la personne. On n'a pas la même réalité. Il y a même des éléments qui nous apparaissent contradictoires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire rendu là en collaboration interprofessionnelle? On peut être tenté d'essayer de recoller, de tisser le fil de vérité là-dedans. Ce qu'on amène ici par la posture de la réflexivité, c'est d'abord de reconnaître ce qu'évoque cette situation-là. Soit qu'il y a un problème avec le lien avec la personne. Et d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qui nous indique, est-ce que cette situation-là, elle arrive souvent? Est-ce qu'on a besoin qu'est-ce qu'on a besoin de clarifier
On a besoin de retourner. Donc, et ça nous ramène encore là au schéma, à notre cadre de référence du continuum, la collaboration interprofessionnelle, que notre premier partenaire dans la collaboration interprofessionnelle, c'est la personne. C'est le premier maillon à construire. Donc, s'il y a un récit contradictoire, c'est peut-être pas ça le problème, ça c'est la résultante de quelque chose d'autre. Donc la réflexivité nous amène à cheminer là-dedans. Bien sûr, ça ne règle pas tous ces problèmes-là, ça vient mettre de la clarté pour laisser finalement les professionnels de la santé qui sont les mieux outillés au niveau après ça de l'opérationnalisation des éléments cliniques là, comme tel. Donc, dans cette deuxième partie-là, qui va possiblement être une partie très vivante, hein, qui est nourrie par ce que les gens nous disent dans l'équipe de ce qu'ils vivent comme enjeu, on va faire des liens avec la théorie. Oui, on va avoir des listes de questions, mais on va discuter de qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert l'exploration de l'expérience vécue. C'est là qu'on va un peu plus plonger dans le cœur du sujet. Puis oui, également, il y a des listes de questions qui sont proposées, ou des façons de réfléchir aussi. Il y a également des scénarios qui sont donnés pour venir illustrer qu'est-ce que ça peut donner. Par exemple, si on avait dans l'exploration de l'expérience vécue, différentes étapes de la pratique réflexive, il y a différents modèles, mais on a pris un modèle. C'est quoi les genres de questions que tu peux poser? On disait que c'était une clé, c'est pas quelque chose de clé en main nécessairement. D'abord, il y a la personne qui est en train d'animer, les gens dans l'équipe qui doivent identifier ça, puis mais ça les aide aussi à cheminer là-dedans. En fait, Amélie nous disait à quelques moments que le questionnement, en fait, c'est un art, l'art du questionnement. Il faut savoir poser les bonnes questions aux bonnes situations. Donc, évidemment, à un moment, les gens qui font une pratique réflexive sur leur pratique développent le réflexe de se poser les bonnes questions. Ici, on est dans un guide pour structurer puis proposer quelque chose dans une optique de pérennité, de faciliter l'intégration des nouvelles personnes qui se joignent à l'équipe. Mais à un certain moment, jamais a été notre intention de donner une liste de questions. Donc, dans les 10 premières minutes, vous posez ces questions-là, puis ensuite ces questions-là. Donc, c'est vraiment de stimuler le développement de l'art du questionnement, finalement. Ouais. Avec l'image de la clé pour ouvrir quelque chose. Donc voilà, des exemples pour stimuler cette réflexion-là, puis aider quand on est dans le feu de l'action pour développer cet art-là du questionnement. Allons-y. En fait, on est déjà rendu à vous parler de la conclusion. En guise de conclusion, en fait, on souhaitait vous parler des suites du moment dans lequel on se trouve actuellement. Maintenant qu'on a terminé que le CA de SPOT a adopté ce document-là comme cadre de référence pour la période de rétroaction, maintenant, il faut bien s'assurer d'un accompagnement dans l'intégration dans la pratique. C'était une bonne intuition qu'on avait au départ de se dire qu'il faudrait pérenniser, il faudrait donner des outils, parce qu'effectivement, au long des 2 années qu'a duré le projet, il y a eu beaucoup de mouvements dans l'équipe clinique. Donc, on ne se retrouve pas au terme d'un processus de recherche en design collaboratif où on a des personnes qui ont participé au processus de recherche et qui l'intègrent de manière continue dans leur pratique. Là, l'équipe de soins a beaucoup changé, donc on est plus dans un processus d'appropriation ou de transfert de connaissances. Et donc, pour ce faire, on va commencer, là, en fait, c'est dans le 23 octobre prochain, on rencontre l'ensemble de l'équipe clinique avec Emmanuel, Amélie, qui vont présenter. L'équipe clinique a déjà le document comme tel, mais là, on va avoir une belle présentation puis un moment d'échange pour l'appropriation plus théorique de ces éléments-là. Et ensuite, on va avoir la chance d'avoir Amélie qui va aller dans les périodes de rétroaction. C'est à la suite des demandes formulées par les infirmières, d'être accompagnée très concrètement dans les périodes de rétroaction, d'avoir une rétroaction sur la rétroaction, de se faire conseiller sur comment on peut structurer ici, comment on peut planifier l'animation, comment en cours de route on peut animer. Puis éventuellement, quand l'équipe va être autonome dans son animation, peut pouvoir quand même appeler Amélie pour avoir toujours ces conseils-là et cheminer dans cette perspective-là. Donc, quand je dis on est à la fin de quelque chose, on est au début de quelque chose d'autre, et puis on sait qu'à la fin de l'automne, ça va être le moment quand même de prendre acte de ce qui s'est passé pendant ce processus d'appropriation-là.
d'évaluer donc cette dimension-là, ce moment fort-là d'appropriation et de faire les ajustements nécessaires parce qu'il y en aura certainement. C'est pourquoi le guide, on le diffuse pas encore très largement, étant donné qu'on sent qu'au terme de cette période d'évaluation-là, il y aura certainement peut-être des ajustements. On va quand même la rendre accessible là, dans le courant des prochaines semaines, mais ce sera vraiment peut-être après cette ultime étape d'évaluation-là qu'on va sentir qu'on a quelque chose qui peut être diffusé plus largement. La philosophie de départ dans la méthodologie, de collaboration, d'ethnographie, bien, ça demeure pour cette étape-là. On veut garder ça comme façon de fonctionner. Nous vous remercions d'avoir participé aux conférences midi du CERSPUL. Les enregistrements et présentations PowerPoint sont disponibles sur notre site web au www.cerspl.ca. Au plaisir de vous revoir!